Située dans la partie nord-ouest des îles sous le vent et à 310 km environ de Tahiti, Maupiti est sans doute l'une des îles qui a su le mieux préserver sa spécificité. Découverte en 1769 par le navigateur anglais James Cook, cette petite île de 25 km², sans richesse intéressante, a beaucoup moins subi les influences étrangères de par sa position excentrée et du fait que la seule passe permettant d'y accéder est souvent impraticable. Comme le note René Labruyère après un court séjour, je ne sais pas par suite de quel compromis tacite entre les indigènes et les Français, l'île Maupiti semble être restée comme en dehors de notre sphère d'action. Maurua, jadis, île de la consécration des rois, protégée par Hotua'a et Hotuparawa, révèle aujourd'hui ses mystères et ses énigmes cachées. Devrais-je encore ignorer l'âme qui a soif? Devrais-je encore ignorer l'enfant qui a faim? Devrais-je encore me taire lorsque me parvient au crépuscule de ma vie la supplique pressante de la jeune génération qui clame d'une voix? Transmets-nous donc ton savoir. Montre-nous donc les gestes de ton savoir-faire. À vous qui me réclamez le ti de nos ancêtres, de notre île Maupiti, je vous dis, debout, debout, enfants du pays, cueillez et préparez de vos mains cette nourriture des anciens. La soif du savoir et la faim de la connaissance vous ont donné courage. Voyez, vous avez rassemblé ici, sur la place Poteroux, les richesses fécondes de votre curiosité. Devrais-je encore ignorer l'âme qui a soif? Devrais-je encore ignorer l'enfant qui a faim? Les flammes du four qui dans l'air s'élèvent nous appelleront bientôt au festin. Enfants de Maupiti, partagez ensemble cette joie. Étanchez votre soif. Rassasiez-vous. Enfants de Maupiti, soyez rassurés. Nous mangerons ensemble, aujourd'hui et demain encore, le ti des ancêtres. Nous sommes aujourd'hui à Maupiti pour assister à la réalisation d'un umuti, pratique traditionnelle très ancienne en Polynésie qui consiste à préparer des racines de ti ou Cordyline terminalis dans de grands fours communautaires appelés umu. Ces umutis étaient réalisés en période de disette. Aujourd'hui, elles n'existent plus que dans les souvenirs de nos grands-parents. Le dernier umuti avait été réalisé en 1941 car cette année-là, une dépression tropicale avait détruit toutes les récoltes et il a fallu cuire des racines de ti pour nourrir la population. En effet, le ti a cette particularité de résister à toutes sortes d'intempéries et même de survivre aux incendies. C'était aussi un des aliments de base des Polynésiens lors des voyages océaniques sur leurs grandes pirogues doubles, car une fois cuit, le ti pouvait se conserver de 6 à 12 mois environ. Avec les moyens de l'époque, la confection de ces grands fours demandait une somme considérable de travail et mobilisait la population de plusieurs districts pendant plusieurs semaines. La première opération dans la réalisation du umuti consiste en la récolte des racines de ti dans les montagnes et le premier jour, tout le monde partit donc à la recherche du ti. On se dirigea vers 2 endroits où cette plante poussait en grande quantité, au dire des anciens. Une fois sur les lieux, la récolte commença suivant une technique bien particulière. Il faut en effet creuser un trou large et profond pour atteindre le dessous de la racine que l'on peut retirer très facilement. Mais le déterrage peut être facilité par le degré de pente de la montagne,
car il suffit alors de creuser sous le ti et de rabattre la racine pour la récupérer. Ensuite, à l'aide de morceaux de bois, de couteaux ou des mains, on enlève la terre restée collée aux racines afin qu'elle soit moins lourde à transporter. Et faute de pelle, les jeunes gens n'hésitent pas à retirer la terre à l'aide de leurs deux mains. Et si aujourd'hui on utilise des pelles et des baramines en fer, autrefois il n'y avait que des épieux taillés dans du bois dur pour faire ce travail. Puis, il faut recouvrir le trou et repiquer le haut de la plante qui repoussera en très peu de temps. Ce travail est l'un des plus harassants dans la confection du houmouti. Au fur et à mesure que la récolte s'effectue, les racines de ti sont attachées entre elles avec de l'écorce de purau pour faciliter leur transport. Pendant que les hommes sont à l'ouvrage, les femmes se rassemblent à proximité et, jeunes et moins jeunes, elles rivalisent d'adresse dans la confection de couronnes avec les feuilles de ti que l'on appelle rauti. Après avoir terminé leur couronne et s'être mises en beauté, les femmes s'attachent au travail qui leur incombe, c'est-à-dire le tressage des palmes de cocotier qui serviront à couvrir les tis dans le four. Nous tressons des pauas, tapis de palmes de cocotier, qui serviront à recouvrir les tis afin qu'elles ne soient pas en contact avec la terre au moment de la fermeture du four. Trop jeunes encore pour participer au tressage des palmes de cocotier, les fillettes continuent à confectionner des couronnes, s'appliquant tant bien que mal à reproduire les gestes de leurs aînés. Quant aux jeunes garçons, de petites tâches leur sont confiées sous la surveillance d'un ancien. Ils devront les accomplir convenablement, au risque d'être l'objet de moqueries. Au fil des années, leur apprentissage sera perfectionné et tous seront alors associés aux travaux de plus grande importance. En fin d'après-midi, tout le monde se rassemble pour la descente au village. À cet instant déjà, on ressent la joie et l'émotion de tous. La récolte a été bonne, puisque plus d'une tonne de ti a été déterrée. Et c'est fiers de leur œuvre qu'ils vont traverser le village sous le regard des anciens. Désormais, tout le monde sait que le houmouti sera une réalité.
La première variété de ti que je vous montre porte le nom de Tirauroa. Les feuilles sont allongées à bout pointu. Voilà sa racine. Elle est munie de plusieurs radicelles. La seconde que voici est la variété dite Vovomhei. Les feuilles sont aussi allongées, mais à bout arrondi. Si l'on observe bien sa racine, elle est plutôt lisse. La seconde journée est consacrée au ramassage des différents éléments qui serviront à l'allumage du four. Pour cela, on procède encore suivant les directives des anciens. Les arbres sont minutieusement choisis en fonction de leur taille, et si aujourd'hui les machines ont remplacé les haches de pierre, c'est toujours le mapé, une variété de châtaignier local qui est utilisé comme bois de chauffe, comme aux temps anciens. 2 arbres seront nécessaires pour cela, et mis à part le feuillage, toutes les parties seront utilisées. Avec ces troncs de mapé, on prend également du bois sec, de taille inférieure mais en plus grand nombre, car il devra brûler aussi longtemps que le bois vert. Puis on procède au ramassage de combustibles légers, construites principalement de vieilles palmes de cocotier et de noix de coco sèches vidées de leur eau et de leur pulpe. Une très grosse quantité de ce combustible sera nécessaire pour enflammer le bûcher dans son intégralité. Après les combustibles, tout le monde se retrouve dans la vallée de Faranhai pour rassembler le stock de pierres de chauffe. Il s'agit de faire le bon choix, car seules les pierres poreuses d'origine volcanique peuvent supporter et emmagasiner l'énorme chaleur du four. Toutes les autres explosent et deviennent de véritables bombes. De plus, elles doivent être d'une taille supérieure ou égale à 15 cm environ, sinon elles ne pourront libérer la chaleur nécessaire à la cuisson du ti. Environ 10 mètres cubes de ces pierres de chauffe seront nécessaires pour le four. Penua tata tanafa aku maobie aole ho iove e pohei te ko ia ahe vai no arate tata tanata utai vai no arate penua tata tanafa aku maohie aole ho iove e pohei te po ia tupuna ate mau tu aku no Ce umuti résulte de la volonté des anciens de Mopiti et a pu être réalisé grâce à la ténacité et aux efforts des jeunes de l'île. Aujourd'hui, voyez, tout est prêt. Les tubercules de ti, le bois à brûler, les pierres de chauffe, ainsi que la fosse.
Bientôt donc, nous pourrons procéder à la mise en route du four. Le houmouti consiste en une excavation rectangulaire longue de 5 mètres, large de 4 et profonde de 2. Le fond est tapissé de palmes de cocotier et de noix de coco sèches. Au-dessus, 4 troncs d'arbres sont posés du milieu vers les angles afin de ménager une ouverture pour l'allumage et créer un courant d'air à l'intérieur du four. On place à ce moment le bûcher, fait d'une couche de bois sec et d'une seconde constituée de bois vert. La surface faisant plateforme est recouverte des pierres de chauffe jusqu'à ressembler à un petit monticule. Le jour de l'allumage, tout le monde a tenu à assister à l'événement. Certains savent que ce sera leur dernier houmouti et pour rien au monde, ils n'auraient voulu le manquer. Les ramas, torches de feuilles de cocotier, sont introduites dans les ouvertures laissées aux angles du four. Bientôt, les flammes s'élèvent dans le ciel. Les anciens manifestent leur joie car leur rêve prend forme. Il faut maintenant attendre toute la nuit que le bûcher se soit consumé et ait suffisamment chauffé les pierres. Le lendemain, les pierres se sont affaissées, preuve qu'il n'y a plus de bois, et on les égalise à l'aide de grandes perches. Sur les bords, on s'affaire à broyer des troncs de bananier que l'on disposera sur le lit de pierre afin d'éviter leur contact aux racines de thym qui seraient carbonisées. De cette façon, la cuisson s'opérera aussi de manière lente et constante. La provision de thym peut maintenant être disposée. Les grosses racines sont placées au centre et les autres viennent ensuite autour et dessus pour les plus petites. Le houmouti peut maintenant être fermé. Des perches sont placées sur la largeur de la fosse pour que la chaleur puisse circuler. Le dessus est revêtu de feuilles de bananier et de paoua, ces palmes vertes de cocotier tressées. On recouvre ensuite le tout de terre de manière à former une calotte d'une forte épaisseur totalement étanche. Au bout de 3 jours, le four est ouvert. Les tis ligaturés sont sortis de chaque côté car il ne faut pas attendre que le feu soit ravivé. Ensuite, on sort ce qui reste. Il ne faut pas traîner car si le four s'enflamme, on ne peut plus récupérer la provision de tis. Si le vent s'engouffre dans le four, il va le rallumer. C'est pour éviter cela que l'on procède de cette manière. Amen. Toute la population s'est rassemblée pour l'ouverture du houmouti et une odeur alléchante s'en dégage.
Tous veulent maintenant ce thé. Ces racines donnent en les mâchant un jus abondant au goût agréable de caramel, car le thé contient 25% de sucre, autant qu'une betterave à sucre. Mais à présent, que va-t-il advenir de ce Umuti? Ce qui m'a marqué dans cette reconstitution, c'est que nous avons participé pleinement à la réalisation de ce Umuti, et ce, du début jusqu'à l'ouverture du four, en suivant les directives des anciens. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est que nous avons acquis ce savoir des anciens eux-mêmes. Et si jamais un autre Umuti est à nouveau réalisé à Maupiti, nous saurons le faire seuls. Désormais, nous pourrons aussi retransmettre ce savoir aux générations futures. Oteo,